Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est certainement l'un des plus compliqués à craquer en B2B, c'est la mise en place d'un programme de parrainage pour activer, on va dire, ce qu'on appelle le referral, c'est-à-dire le fait de reposer sur tes clients pour en attirer de nouveau, donc la recommandation. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec une marketeuse qui avait justement mis un programme relativement efficace dans ses précédentes expériences, Aurore Soulas, qui est Field Marketing IMI et APAC chez Gatewatcher. Bonjour Aurore. Bonjour Axel. Écoute, je suis ravi de t'avoir au micro déjà parce que ça fait un moment qu'on discute vu qu'on est que t'es dans la communauté et en plus c'est un sujet que je trouve super intéressant parce que on a beau le prendre un peu par tous les angles, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des exemples qui ont bien marché et des boîtes qui arrivent à le faire de façon efficace, ce système de parrainage. Et donc je suis ravi que tu puisses m'expliquer un petit peu ce que tu as mis en place. Plaisir partagé, je suis ravie d'être là. Bah écoute, juste en intro, peut-être est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Aurore. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le marketing B2B désormais. J'ai commencé donc par des stages, notamment en événementiel, dans des grands groupes à Paris. Et en 2017, je décide de faire un petit peu un virage après avoir connu justement l'expérience dans ces grands groupes. Je décide de rejoindre une start-up et pour reprendre du marketing à 360, donc acquisition, fidélisation, rétention. Et donc, je passe 5 ans en tant que directrice marketing France pour une entreprise qui s'appelle Dext, dont on va parler un petit peu plus tard. Et depuis 2 ans maintenant, j'explore le volet international, puisque j'ai rejoint une entreprise dans la cybersécurité qui s'appelle Gatewatcher, où justement j'aide à développer le marketing sur les marchés à l'international. Très cool. Mais du coup, c'est vrai qu'on va, tu l'as dit, un petit peu, du coup, revenir sur plus, plus en détail sur ton expérience précédente au final, parce que c'est là que tu avais mis en place ce programme de parrainage, mais tu vas nous expliquer ça. Donc je le disais, c'est un levier qui est très délicat à activer en B2B parce que on les voit beaucoup en B2C et puis on en parlera et c'est vrai que c'est très facile, on va dire, ce système un petit peu de parrainage, de récompense en B2C parce que tu récompenses des personnes pour recommander d'autres personnes. C'est plus délicat en B2B parce que tu vas te reposer sur des personnes, mais au final, pour attirer d'autres si tu récompenses l'entreprise, en fait, c'est pas la personne qui va être... Enfin bon, bref, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Juste avant de rentrer dans le détail de ce type de programme, est-ce que tu peux raconter dans quel cadre tu avais mis ça en place, à quels enjeux ça répondait? Oui, absolument. Donc, comme je le disais, en fait, j'ai mis le programme de parrainage en place lorsque j'étais chez Dext, donc de 2017 à 2022. Donc, juste pour contextualiser, Dext, c'est une entreprise britannique qui commercialise un SaaS pour les cabinets d'expertise comptable. Et l'objectif, en fait, Dext était présent dans différents pays et ils ouvraient le marché français. Et donc notre enjeu, c'était de faire connaître donc Dext en France pour valider qu'on allait être pérenne et que ça valait le coup de laisser le pays ouvert. Et donc pour contextualiser aussi, Dext, c'est un outil en fait qui permet au cabinet d'expertise comptable de gagner du temps sur toutes les tâches chronophages relatives à la saisie des factures et des notes de frais. Donc en fait, c'est pour les clients, c'est une application où ils prennent en photo leurs factures, ça extrait automatiquement les données et donc les collaborateurs et les experts comptables n'ont plus à passer des heures et des heures à saisir un peu toutes les données. Donc du coup,
En France, donc l'ouverture du pays se fait en 2015-2016. Moi, j'arrive en 2017. On devait donc développer rapidement la notoriété sur ce marché, parce qu'on était le seul pays qui n'était pas anglophone. Il fallait vraiment prouver au siège que ça allait fonctionner. À l'époque, on a moins d'une centaine de cabinets utilisateurs. En France, il y a 12 000 cabinets d'expertise comptable à peu près. Donc on commence notre pénétration du marché par les experts comptables un peu innovateurs, early adopteurs des solutions un petit peu nouvelles du coup. On se rend compte rapidement que ces premiers clients-là, en fait, ils ont plutôt tendance à parler en bien de notre produit et ils le font de manière très naturelle auprès d'autres confrères de la profession. Les experts comptables, ils se connaissent pas mal, donc voilà, on sent qu'il y a un effet un petit peu de bouche à oreille qui est en train de se mettre en place, sauf qu'on n'arrive pas à le quantifier et on a aussi un peu cette frustration de pas pouvoir remercier nos clients qui ont parlé en bien de nous et qui nous permettent justement de favoriser notre développement. Et donc, c'est comme ça qu'on décide de mettre en place un programme de parrainage. Alors, notre siège qui était basé à Londres l'avait déjà un tout petit peu mis en place, mais nous, on a vraiment développé ça en France. Et donc, l'objectif, c'était de faire du parrainage un vrai levier d'acquisition pour nous. On y voyait en fait 3 avantages pour faire ce levier d'acquisition. Le premier, c'était qu'en fait, nos clients, en allant parler de nous, c'est un peu comme si c'était ton funnel marketing à eux tout seuls. C'est-à-dire que parfois, en 5 minutes, autour d'un café, il y a un expert comptable qui peut parler à un autre expert comptable pour lui dire « Ah, t'as pas ça comme problème, attends, il y a ça comme solution, il y a tel produit qui existe, mais celui-là, en fait, il est super parce que je l'ai testé. » Et donc, du coup, on avait vraiment tout le funnel marketing qui pouvait se faire en 5 minutes. Donc, premier avantage. Le deuxième, c'est le coût d'acquisition, puisque le parrainage, nous, on donnait un cadeau. Et en fait, un cadeau, ça te coûte bien moins cher que que toutes les autres actions marketing que tu peux mettre en place, événements, webinaires, etc. Et enfin, il y avait un taux de conversion sur le parrainage qui était plus important que sur les autres canaux. Donc, c'était vraiment ces 3 raisons-là qui nous ont poussés à mettre en avant vraiment ce levier comme gros levier d'acquisition. Et ce qui fait que le parrainage est clairement devenu une ligne dans mon plan marketing annuel. J'avais un budget, j'avais des KPI, j'avais mis une saisonnalité aussi sur le parrainage parce que ça pouvait pas fonctionner pareil suivant les différentes périodes de l'année. Et donc ensuite, on l'a mis en place, puis on a développé des actions marketing pour faire en sorte que ça devienne vraiment un de nos top 5 leviers d'acquisition. Trop cool, ouais. Mais tu l'as dit, en fait, les avantages, ils sont dingues. Mais en fait, bon, de toute façon, évidemment, j'allais dire, quand c'est un client, enfin, quand c'est un de tes pairs qui vient te recommander un outil, en te disant, bah, j'utilise, vas-y, c'est trop bien. Forcément, j'allais dire, les taux de conversion, ils doivent être très bons. C'est ce qu'on dit, le parcours d'achat, il est beaucoup plus rapide. Et puis, on fait beaucoup plus confiance à un pair que au discours marketing ou à un commercial qui va t'appeler, quoi. Donc, c'est vrai que ça paraît évident dit comme ça. Mais par contre, effectivement, c'est assez dur à activer. Euh, pour stimuler un petit peu ça et faire en sorte que ça marche. Donc concrètement, du coup, comment est-ce que vous avez mis en place ce programme-là? Tu l'as dit, il y avait du coup ce système de cadeaux. Enfin, tu vas rentrer dans plus de détails, mais en fait, c'est ça souvent qui est un petit peu délicat, c'est qu'en fait, quand on va le mettre en place, il y a des boîtes, elles te disent, bah en fait, je vais t'offrir 2 mois sur l'abonnement. Ouais, mais en fait, pourquoi moi j'irais mettre ma crédibilité en jeu et puis recommander ton outil pour que ce soit ma boîte qui bénéficie du cadeau, entre guillemets. Ouais, C'est un peu égoïste comme comportement, mais c'est quand même un petit peu ça, au final, le nœud du problème quand on veut, qui est délicat, quand on veut mettre en place ce type de programme. Comment est-ce que ça fonctionnait, du coup, le vôtre? ouais, tout à fait d'accord avec toi. Ça a été une question qui a beaucoup animé nos débats quand on a lancé le parrainage, cette histoire de cadeau perso versus entreprise. Euh, avant d'évoquer tout ce qu'on a mis en place pour le parrainage, je voudrais d'abord te parler de quelques prérequis, parce qu'effectivement, ça peut pas forcément marcher dans toutes les situations. Les premiers prérequis, je dirais que c'est d'avoir déjà quelques clients qui sont satisfaits de ton outil. Ça paraît très logique comme ça dit, mais il faut que t'aies, je pense, un très bon feeling avec tes clients. Et du coup, ça leur donnera en fait envie de parler de ton produit. Alors après, bien sûr, tu peux aussi te baser sur certains critères comme le NPS. Il y a que mes clients qui ont au moins 9 à qui je propose de faire du parrainage. Tu peux aussi te baser sur une durée d'utilisation. Si la personne utilise depuis 2 ans mon produit, je lui propose du parrainage. Mais voilà, pour démarrer, je dirais qu'il faut quand même avoir une base de clients avec lesquels tu t'entends bien.
Il faut aussi voir si c'est possible à mettre en place dans ton entreprise le parrainage. Pour te donner un exemple, moi aujourd'hui je suis dans la cybersécurité. Il y a des grosses notions de confidentialité. Donc c'est pas un levier que je peux activer en cybersécurité. Mais dans d'autres solutions SaaS, ça tu peux facilement le faire. Ensuite, il faut que tu définisses ton coût d'acquisition pour le parrainage. Combien est-ce que tu es prêt à dépenser pour acquérir un nouveau client? Donc, ça dépend bien sûr de ton pricing. Tu vas pas mettre un cadeau à 2000 euros si tu vends ton produit 300 euros par mois, par exemple. Donc ça, c'est des petits critères à définir. Ensuite, pour le cadeau, c'est important, si vous pouvez, d'aller voir votre CFO pour valider quel type de cadeau vous avez le droit d'offrir ou pas. Une fois, moi j'ai un de mes CFO qui m'a dit tu fais pas de chèque cadeau parce que c'est pas traçable et on peut pas le justifier. Donc voilà, bien important de valider ce qu'on peut mettre ou pas en place comme type de cadeau. Ah ouais, parce que, Après, pardon, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis là, mais c'est vrai que tu le vois en B2B, enfin, toutes les boîtes qui ciblent un peu des indépendants, en fait, tu le vois pas mal, ces systèmes de parrainage qui sont, c'est de l'argent au final, mais parce que du coup, tu peux faire une facture, enfin, tu vois, ça se justifie, on va dire, entre guillemets, parce que c'est d'entreprise à entreprise, même si c'est c'est ça. d'entreprise d'une personne, mais quand tu veux récompenser la personne qui est un salarié, tu peux pas lui faire un chèque. Tu peux pas lui donner de l'argent quand tu es une entreprise. Donc il y a Non, c'est ça le côté un petit peu délicat, c'est quel type d'incentive de cadeau tu vas aller chercher que tu as le droit de faire en fait aussi. exactement. Donc c'est assez important d'aller valider ça avec soit votre CFO, soit avec PDG ou quelqu'un qui pourra répondre clairement à votre question en tout cas. Ok, très cool. Pardon, je t'ai interrompu, vas-y du coup. Donc Du tout, non, non, après en termes d'outils, je dirais qu'il n'y a pas forcément de prérequis. On peut commencer avec un simple Google Form, donc il n'y a pas vraiment cette question-là à se poser. Et le dernier prérequis qui est important pour nous, c'était aussi comment on va gérer la logistique du cadeau. Donc par exemple, les chèques cadeaux non traçables, ça ne peut pas fonctionner, mais par exemple, je dis n'importe quoi, une carte cadeau sur le site de Sephora, ça c'est traçable. Donc du coup, dans la logistique du cadeau, prendre au début quelque chose de très facile qui va peut-être pas forcément nécessiter beaucoup de manutention, si vous êtes en plus une petite structure. Après, si vous grossissez, si vous avez un gros volume de parrainage également, vous pouvez tout à fait faire appel à un prestataire externe qui va pouvoir vous envoyer du cadeau de manière bien plus fluide et simple que ce que vous pourriez faire. Et donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on a mis en place sur notre offre de parrainage? Donc notre offre de parrainage, elle a été très simple au début. C'était 1 mois offert pour le parrain et pour le parrainé. On n'avait pas mis au début de durée d'utilisation minimum de la solution. C'est des questions qui sont venues un petit peu après. Mais voilà, la clé, c'était vraiment de commencer simple et de tester en fait quelle allait être la réponse des clients à notre offre. Et au départ, en fait, comme nous, on ciblait, c'était surtout les petits cabinets d'expertise comptable, entre guillemets, qui avaient acheté notre solution, qui étaient les innovateurs early adopters. Et donc, on avait l'expert comptable en direct qui allait recommander notre solution à ses confrères. Donc, c'est pour ça que lui, le mois gratuit, c'était très intéressant pour lui parce que ça impactait directement sa boîte. Après, quand on a commencé à grossir, en fait, on avait toujours l'expert comptable qui était le décisionnaire, mais on avait le collaborateur comptable qui était l'utilisateur au quotidien de notre solution. Et là, on a élargi les cadeaux que l'on donnait aux parrains parce que parce que le collaborateur comptable, comme tu le disais tout à l'heure, il a aucun intérêt à ce que sa boîte elle prenne un mois gratuit sur la solution. Il n'engage pas sa réputation pour ce genre de choses. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un choix entre 3 cadeaux qui sont des cadeaux qu'ils peuvent utiliser à titre personnel et qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec son travail. Donc en général, on mettait un cadeau avec une connotation un petit peu RSE et ensuite 2 autres cadeaux, un par exemple type carte cadeau en ligne, je sais pas, sur la Fnac, qui utilisable par beaucoup de monde, et après par exemple une bouteille de champagne, enfin des choses classiques qui peuvent plaire au plus large public. Pour le parrainé, on a toujours conservé le mois gratuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as 2 enjeux avec ton parrain et ton parrainé. Le parrainé, lui, il doit adopter ton produit. Donc du coup, lui filer un mois gratuit, c'est quand même dans le même sens que, enfin, ça va facilement le retenir et le mettre dans l'utilisation quotidienne. Pour le parrain, toi, tu as plus l'objectif de le fidéliser et donc tu vas essayer de lui faire plaisir le plus possible. Et c'est pour ça que justement on a choisi cette méthode avec les 3 cadeaux. Et ça, on le dit en off, mais en fait, offrir un cadeau, en termes d'impact sur notre MRR, c'était moins important
que de faire un discount. Donc c'est aussi pour ça que la solution du cadeau était meilleure pour nous. Ok. Et donc je crois qu'aujourd'hui d'ailleurs ils ont fait évoluer encore le programme et le parrain peut choisir soit entre le mois gratuit, soit entre les cadeaux. Il a un peu le choix du roi désormais. Ok, ouais, bah quand c'est possible, j'allais dire à la limite, effectivement, tu vois un peu ça dans ces systèmes. J'avais fait un épisode où on parlait un peu de ça. C'était Sonia Waxel qui était chez Batch à l'époque, et puis en fait c'était en fonction du nombre d'actions que qu'il faisait. Tu sais, il y avait effectivement recommandé directement quelqu'un, mais c'était aussi faire un témoignage client, intervenir dans un webinar. Tu cumulais des points, et puis du coup tu avais accès à un catalogue de cadeaux, tu vois, dans lequel tu pouvais effectivement choisir du coup ce qui t'intéressait, quoi. On a fait un petit peu ça, nous on avait un programme d'ambassadeurs et pareil, le fait effectué un minimum de parrainage te donnait l'accès au programme d'ambassadeurs en plus d'autres choses bien sûr. Et du coup, pour terminer sur le processus qu'on avait mis en place pour le promouvoir, donc bien sûr, les équipes CSM et account manager et support ont joué un très grand rôle puisqu'elles avaient les clients directement au téléphone, donc ça a été un peu le premier canal pour diffuser notre offre de parrainage. Ensuite, il y a des actions marketing qu'on a mis en place que j'évoquerai juste après. On est parti sur quelque chose de très simple, une landing page avec un formulaire dans lequel on rentrait les coordonnées du parrain et du parrainé. On laissait l'expert comptable faire cette manipulation, mais parfois, quand il était au téléphone avec son account manager, on pouvait lui dire, si vous voulez, on rentre les infos pour vous. Toujours dans ce principe de lui faciliter la tâche. Et donc ensuite, on avait des emails automatiques qui s'envoyaient pour le parrain. Merci, on a bien pris en compte votre parrainage, on attend que votre parrainé se lance sur Dext. Et pour le parrainé, en fait, on lui informait que X l'avait recommandé. Et donc, du coup, ça préparait aussi un petit peu le terrain pour notre équipe commerciale, qu'elle allait l'appeler après. Dans cet email, on pouvait également mettre un petit peu de documentation sur notre produit pour anticiper déjà quelques questions, etc. Ensuite, du coup, une fois qu'il y avait un parrainage qui était soumis, ça allait directement chez les sales. Même si on avait une équipe SDR, c'était les sales qui prenaient ce genre de prospect. Ils indiquaient dans le CRM qu'il y avait eu un référal. Et ensuite, une fois que le parrainage se faisait, c'était le marketing qui était chargé de l'envoi du cadeau. Ok, c'est intéressant parce que du coup, dans ton process commercial, en fait, il y avait besoin de l'intervention d'un sales. Donc c'était pas tu pouvais pas en fait, j'allais dire mettre en place une espèce de système ou de plateforme d'affiliation, quoi. En gros, où les gens pouvaient aller s'inscrire automatiquement, récupérer un lien traqué, et puis en fait, c'est quand la personne arrivait, se connecter au logiciel parce que ça c'est des trucs qu'on voit, c'est du coup quand la personne arrive, elle se connecte depuis le lien traqué, bah du coup c'est attribué automatiquement à la personne qui est propriétaire du lien, quoi. Donc toi, tu avais en fait un formulaire autodéclaration en disant je suis le parrain, voici mon parrainé, et comme ça derrière ça contactait le parrainé, on va dire entre guillemets, et tes sales reprenaient la main. Mais au final, derrière, tu rentrais quand même dans un processus commercial classique, quoi. Absolument, parce qu'il fallait quand même que le sales valide le besoin que le Hmm. parrainé pouvait ou pas avoir, parce que des fois, tu peux recommander quelqu'un, mais si tu lui as pas parlé depuis 3 mois, tu sais pas s'il a avancé dans sa réflexion avec un autre outil ou autre. Et comme Ouais. nous, on voulait que notre taux de churn reste quand même bas, ça nous servait à rien en fait d'avoir quelqu'un qui prenait la solution et qui un mois après allait partir. Ok. Ouais, ok. Et potentiellement, ça arrivait qu'il y ait des parrainés qui soient même pas au courant. Tu vois qu'ils avaient été. Je sais pas si tu l'as eu, mais c'est vrai que tu pourrais très bien dire, écoute, moi je suis expert comptable, je vais rentrer tous les experts comptables que je connais, tu vois, je vais faire suite de Je mails, crois suite que de c'est arrivé, ouais. formulaires, et puis on va voir s'il y en a qui vont, quoi. Je crois que c'est arrivé. Il me semble que des fois, on avait un petit peu des running gags et on a vu une personne qui avait fait 10 parrainages d'un coup. Donc oui, de mémoire, je crois que c'est arrivé. Pas très souvent, mais Ouais, ok. C'est parce que tu vois, je pense à ça. J'avais lu un témoignage sur alors c'était du B2C. C'était Harris aux États-Unis qui était donc c'était du direct customer. C'était une boîte qui vendait des rasoirs sous forme d'abonnement, en gros, masculin. Donc en fait, voilà, bon, t'achetais ton rasoir et puis après, ils t'envoyaient régulièrement les lames, tu sais. Et en fait, comme ça qu'ils avaient préparé leur lancement. Ils avaient fait une landing page avec, du coup, tu t'inscrivais pour être prévenu, précommande, quoi, on va dire, pour être prévenu de quand ça allait sortir. Et derrière, une fois que tu t'étais inscrit, en fait, ils te proposaient de rentrer les mails de tes contacts.
Et puis, quand il y en a qui s'inscrivaient, bah, du coup, toi, tu cumulais des points par rapport au nombre de personnes de ton réseau qui s'étaient inscrites, et puis du coup, derrière, t'avais des cadeaux. Même au final, bah là, tu vois, tu rentres ton carnet d'adresse et puis tu vois bien s'il y en a qui mordent, quoi. C'est Et au ça. final, t'as pas vraiment fait de recommandations, quoi. C'était le risque justement qu'on voulait éviter nous. C'est pour ça qu'on gardait toujours ce process sales pour garder la main et être sûr quand même du besoin qu'on allait valider. Parce que sinon, effectivement, après tu rentres dans une machine infernale, ça te brouille ta pipeline. Enfin, Ouais. c'est du volume qui est très négatif au final pour ton business. C'est clair. Bon, c'est peut-être un petit peu différent du coup quand t'as un produit qui est en self-serve où les gens peuvent aller adhérer tout seuls, quoi. Oui, oui, complètement, complètement. Très cool. Du coup, tu l'as dit à un moment, tu as parlé de saisonnalité dans ton plan marketing. Bah, tu l'as dit, en fait, un programme comme ça s'anime régulièrement pour donner des résultats. C'était quoi cette saisonnalité? Comment tu le faisais vivre du coup au cours de l'année? C'est quoi les temps forts? Enfin bref, comment ça s'organisait, quoi? Oui. Alors du coup, comme je le disais, en fait, il y avait une vraie ligne budgétaire dans mon planning. Donc, il y avait une grosse partie du parrainage qui était planifiée dans l'année, mais on avait une partie aussi un peu d'imprévu. Parce que le parrainage, parfois, ça peut être un peu ton joker que tu sors en fin de quarter, parce que tu sais que tu galères un peu sur tes chiffres et que tu vas aller demander à tes clients, t'as pas deux, trois références quand même à nous donner. Donc, il y avait cette notion d'imprévu. Mais sinon, sur la saisonnalité, alors chez les experts comptables, elle est très forte puisqu'il y a ce qu'on appelle la période fiscale de mars jusqu'à juin, qui est une période dans laquelle ils ont un gros un travail conséquent à effectuer pour produire tous les bilans. Donc nous, par exemple, pendant la période fiscale, on faisait quand même du parrainage en leur disant est-ce qu'il n'y a pas un cabinet où vous sentez qu'ils sont en difficulté pendant la période fiscale qui pourrait gagner du temps avec Dext, parce que c'était vraiment le cœur de notre produit et c'était sur cette période-là qu'on pouvait être encore plus bénéfique pour un cabinet. Donc voilà, en mars-avril, on faisait ce genre de campagne-là. En juillet, on pouvait dire comment s'est passée votre période fiscale et est-ce que vous voulez revivre ça l'année prochaine. Et après, pendant le mois d'octobre, c'était un peu la saison des événements. On disait bon bah faites le bilan de votre année, comment vous voudriez que ça se passe l'année suivante. Donc en fait, on changeait les messages en fonction de la saisonnalité, mais on voyait toujours cet avantage du parrainage tout au long de l'année. Donc du coup, on a développé pas mal de canaux de communication. Donc le premier canal pour parler du parrainage, c'était bien sûr nos équipes account manager, CSM et support avec tous les emails, les rendez-vous clients qu'ils avaient, donc qui mentionnaient le parrainage très fréquemment. On avait également intégré ça dans leur présentation sur des slides de fin. On avait aussi un petit document PDF qui expliquait très rapidement ce qu'était le parrainage. On pouvait aussi l'inclure dans nos emails de bienvenue pour nos nouveaux clients en disant vous aurez l'opportunité de parrainer d'autres confrères si vous le souhaitez. Dans nos webinaires où par exemple on présentait une sortie produit, toujours un petit encart ou un mot à la fin pour parler de ça. Et d'ailleurs, on le mettait aussi parfois dans nos présentations à destination des prospects. Comme ça, ils savaient s'ils connaissaient en fait un expert comptable qui peut-être utilisait notre solution, ils pouvaient aussi directement aller le voir. Ça pouvait fonctionner dans les deux sens. Donc on préférait en parler de manière très large. Après en matière d'emailing, forcément on en faisait avec ce que je disais, les campagnes un petit peu à la fin du trimestre pour essayer de ramener un petit peu de parrainage, des signatures email, et aussi sur les deux choses phares aussi qu'on faisait, c'était pendant les événements, les salons notamment, ou alors Mhm. nos soirées clients, où on proposait à nos clients de venir avec un prospect pour nous, donc un de leurs confrères qui n'utilisait pas la solution, pour leur montrer pendant le salon, ou alors pendant la soirée afin qu'ils puissent échanger avec les clients. Ok. Et le deuxième point aussi qu'on avait fait, c'est que pendant l'année, l'été et l'hiver notamment, on faisait des challenges pour maximiser l'utilisation de notre produit. Donc c'était pendant un mois à 2 mois. Et il y avait certains jours où on faisait un peu des opérations coup de poing en disant si ce jour-là vous ajoutez X dossiers clients sur la plateforme, vous avez plus 3000 points et vous remontez dans le classement. Au même titre, du coup, on disait si ce jour-là vous référez une ou deux personnes, et bah pareil, vous gagnez 3000 points. Donc il y avait aussi un petit peu cette saisonnalité sur les parrainages via de la gamification en fait. Et enfin, on avait mis bien sûr un bouton dans notre interface produit. Et comme je le disais, c'était un des prérequis pour devenir ensuite ambassadeur.
Ok, très cool. Bah écoute, on voit bien que ça s'anime en tout cas. Du coup, tu l'as dit toute l'année, mais au final aussi par plusieurs équipes. Enfin, t'as différents touchpoints. Du coup, ça demande un alignement qui doit être assez important. Market, sales, CSM. Comment est-ce que vous gériez ça? Comment est-ce que vous gériez cela? Et puis après, du coup, vous partagiez certainement des KPI aussi par rapport à l'efficacité du programme. Qu'est-ce que tu suivais? Ou alors est-ce que c'était le marketing qui était accountable là-dessus? Complètement. Alors effectivement, l'alignement des équipes, c'était vraiment la clé. Je dirais que c'est aussi un prérequis en fait pour que ça fonctionne parce que s'il y a seulement le marketing qui dit ah on va faire du parrainage etc et que les autres équipes suivent pas, ça fonctionnera forcément moins bien en fait. Donc nous on avait donc de 2018 à 2020 on a fait quand même pas mal d'actions de parrainage, mais en 2021 le parrainage c'est vraiment devenu le gros projet de l'année pour tout le bureau France. Et en fait, on avait dit, c'est le KPI de l'année qu'on veut suivre, il nous faut 100 parrainages dans l'année. Donc 100 nouveaux clients qui émanent Qui du viennent du parrainage. Je parrainage? prends Ok. l'exemple de 100 pour que ce soit plus simple. Et donc, en fait, c'était dans les OKR de toutes les équipes. Et on avait vraiment des temps où on parlait de ce KPI. Donc, par exemple, c'était devenu un sujet très régulier dans les réunions avec les différents responsables des départements qu'on avait de manière régulière. On se disait, OK, où est-ce qu'on en est dans notre objectif de 100 parrainages? Là, on est au mois de mars, on est à temps. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien par rapport à la saisonnalité? Est-ce qu'on avait anticipé, etc., etc. Donc, ça devenait un sujet régulier entre nous, managers. Mais en complément, tous les mois, on avait une réunion sur le bureau France pour voir un petit peu comment évoluer le business. Le directeur avait mis dans ses slides de présentation des slides vraiment dédiés au parrainage avec un petit curseur pour dire bon bah sur l'échelle de 0 à 100, on en est là, on est au mois de mai. Par rapport à où on devrait être, on est en retard ou on est en avance. Donc il y avait un code couleur très simple, rouge, vert et jaune pour savoir si on était bien. Si on voyait que ça allait, top. Si on voyait que ça n'allait pas, c'était aussi l'occasion de faire un petit brainstorm général pour demander à tous les collaborateurs du bureau, ok, là, on voit que on en a 10 de retard, ou alors on voit que ça convertit pas assez. Est-ce que vous avez des Qu'est-ce qu'on suggestions fait? de choses qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que vous avez observé des trucs pendant que vous aviez vos clients au téléphone, etc., etc. Donc on avait un vrai objectif en fait de réussir ensemble. Et du coup, on avait aussi le retour terrain des account managers, CSM et support pour parfois nous indiquer pourquoi un client il voulait pas parrainer ou pourquoi il n'était pas intéressé. Et en fait, ça nous permettait après côté marketing aussi de nous améliorer. Ok, très cool, effectivement. Ouais. Donc une grosse collaboration, des objectifs qui réunissent un peu tout le monde, c'est cool parce qu'au final c'est un vrai projet d'entreprise. C'est ce qu'on dit quand on dit que les objectifs doivent être alignés entre les équipes. Là, si tu as la ligne un petit peu dans tous les OKR de tous les services, c'est sûr que ça facilite le truc, quoi. Et Ouais, du coup, alors complètement. sur les KPI, pour enfin bon, forcément tu l'as dit, il y avait le nombre de parrainages qui était, Mhm. enfin le nombre de nouveaux clients parrainés, du coup. Oui. Qui était la grosse métrique. Mais du coup, vous suiviez un petit peu aussi, j'imagine, des taux de conversion, enfin. Oui, absolument. Donc on avait 5 KPI qu'on suivait. Le premier, c'était le volume de parrainage soumis, donc le nombre de parrainages que les clients envoyaient via le formulaire. Ensuite, on voyait le nombre qui était transformé en client. Et donc, le taux de conversion était très important à suivre. On pouvait voir qu'il y avait parfois des variations d'une période à une autre. Ensuite, le quatrième indicateur qu'on suivait, c'était notre coût d'acquisition. Des fois, ça nous arrivait, donc on était parti, je crois, sur un cadeau à 200 euros. Des fois, on pouvait faire une opération coup de poing en disant, bah là, on fait un cadeau à 500 euros exceptionnellement pour essayer de booster un peu les parrainages. Et le dernier indicateur qu'on pouvait suivre, c'était le taux de churn et en fait comment notre plateforme elle était utilisée par les personnes qui émanaient du parrainage. Parce que comme on le disait tout à l'heure, avoir des gens qui viennent pour 2 mois, ça nous intéressait pas. Donc on voulait voir aussi s'il y avait une différence d'utilisation entre ceux qui viennent par recommandation ou alors par les autres qui nous ont trouvés via des webinaires, des événements, la presse ou autre. Donc ça, Ok, ouais, c'était 5 indicateurs qu'on suivait principalement. c'est ce que tu dis, il faut pas venir juste un mois pour que ton pote il touche le cadeau, mais C'est ça. fallait venir utiliser le produit, quoi. Ok, c'est intéressant. Au final, ça, tu disais aussi sur le coût d'acquisition par rapport au cadeau, c'est que du coup, potentiellement, tu as ce levier-là sur pendant 2 semaines, exceptionnellement, en fait, on va vous faire un méga cadeau, donc activez-vous, bougez-vous maintenant.
Et comme C'est ça, tu ça. joues aussi sur ce FOMO, on va dire, ça te permet en tout cas de rythmer le truc. Ça c'est cool. Ouais, Comme ça fait idée. un peu comme on fait en B2C avec le Black Friday ou les soldes ou autres. On se dit c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Et t'as pas deux trois personnes dans ton carnet d'adresses auxquelles tu penses. Je suis sûre que tu connais des gens, etc. quoi. Et ouais, parce qu'au final, c'est vrai que t'as un gros frein là-dessus. Enfin, j'ai dit, c'est pareil un petit peu des fois sur tous les, enfin, toutes les prises de décision dans les processus d'achat. C'est le pourquoi maintenant? Tu vois? Oui, ok, donc tu veux que je parraine, enfin, tu veux faire parrainer tes clients, mais du coup, pourquoi est-ce qu'il le ferait tout de suite plutôt que dans 2 semaines ou dans un mois? Ouais, bon, moi, je lui écrirai plus tard, tu vois. Et du coup, c'est un bon moyen de jouer sur ce timing, sur cette notion d'urgence au final, quoi. Ouais, absolument. Et encore une fois, je le soulève, mais le rôle des équipes qui accompagnent les clients est très très important. Et en tout cas, il y avait eu un super travail qui avait été fait à Dex, donc c'est aussi pour ça que ça a très bien marché, je pense. Très cool. Écoute, merci pour ce retour d'expérience sur ce projet qui avait l'air d'avoir fonctionné. Du coup, Oui. donc ça c'est chouette, très cool. Et bon, le marketing c'est pas que des trucs qui fonctionnent bien. Rapidement, c'est quoi tes challenges du moment? Alors les challenges, donc aujourd'hui je suis plus chez Dex, donc je suis dans la cybersécurité sur un volet international. Donc là, à l'heure où on enregistre le podcast, bah, c'est budget 2025. Ouais. Quel va être le plan par région, comment on fait pour s'adapter aux différentes cultures, aux différents budgets, aux différents objectifs que l'on a. Et donc toujours être dans cette démarche de test and learn pour voir en fonction des pays, bon, bah, quelle action peut marcher. Donc voilà, on est encore en phase d'itération, mais voilà, il y a des beaux projets en tout cas pour 2025 qui s'annoncent. Le deuxième challenge pour moi, ça va être tout le côté marketing operation. Il y a pas mal d'optimisation à effectuer sur notre CRM, donc pour toujours harmoniser les processus sales et marketing, qu'on ait une Mhm. visibilité très claire sur la pipeline et ce que sur les sales doivent mettre dans le CRM. Il y a pas mal aussi de travail sur les dashboards pour voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qu'on pourrait faire, toujours dans cette optique de budget 2025 avec le prévisionnel associé. Mhm. Et le troisième challenge, alors nous en cybersécurité, là on est sur un modèle de vente aussi un peu indirect, donc j'ai un enjeu aussi avec tous nos partenaires, revendeurs, distributeurs à l'international, donc tout ce qui est channel marketing, pour justement leur donner envie d'aller promouvoir tous les outils que nous on crée, que ce soit du contenu, des emailing, des événements, des webinaires, et que ils puissent aller vendre notre produit dans les différentes régions, ce qui nous aide bien sûr à nous développer sur les différents marchés. Ok. Ouais, j'allais dire, bon, les ops, budget et tout, c'est des sujets qui reviennent souvent. C'est vrai que le sujet du partner marketing, un peu moins. Donc c'est Ouais. intéressant. Enfin, bon, bref, on en parle. J'en ai parlé récemment sur le podcast d'ailleurs. Enfin, j'ai récemment enregistré un épisode qui va sortir un petit peu avant le tien, au moment où Et on ben on parfait. enregistre nous. C'est Je les l'écouterai avec différentes plaisir. timelines, tu sais. Du coup, attends, parce que je parle au moment où l'épisode va sortir, mais du coup là on enregistre et puis tu vois, c'est sympa. Bon, bref. Du coup, si on devait résumer un petit peu ce qu'on a dit de ton expérience sur ce programme-là, c'est quoi le conseil, la chose que tu retiendrais pour quelqu'un qui voudrait essayer de jouer sur ce levier-là, quoi. Ouais. Je pense que il y a peut-être trois choses à retenir, mais la première et principale, c'est faites simple. Commencez très simplement un programme de parrainage, faut pas faire compliqué, sinon ça va décourager votre client. Dès l'instant où on voit un processus où tu recommandes par tel formulaire, puis tu fais ça, puis tu seras parrainé si tu seras parrain si ton parrainé il effectue X ou X action. Là, on a perdu la personne. Donc vraiment faites simple et restez à l'écoute des retours de vos clients. Faut presque en fait co-créer le programme de parrainage avec vos clients. C'est très important de se baser sur leur retour, surtout si vous êtes dans une petite structure. C'est en général assez facile d'avoir les retours de ses clients. Et le deuxième conseil, enfin le troisième du coup c'est imbriqué dans le premier. Le troisième conseil serait de l'alignement en fait entre toutes les équipes. Comme je le disais, si vous faites cavalier seul côté marketing pour dire ouais je veux mettre en place le parrainage, ça a marché, etc. Non, non, faites collaborer avec les autres équipes, surtout travaillez pas en silo, et vous allez voir quand ça devient en fait un projet d'équipe, franchement ça ne peut, je pense, que réussir. Et si ça échoue, bon, c'est pas grave, au moins vous aurez fait un bel effort collectif. Mais voilà, l'alignement des équipes, c'est vraiment primordial.
Ça marche. Bah écoute, merci encore une fois pour tout ça, pour tous ces bons conseils. S'il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver Sur LinkedIn, avec sur plaisir, LinkedIn. n'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui sont membres, sur la communauté du Café du Market. Et bah tu vois, j'allais dire tu le fais mieux que moi. C'est vrai que j'aurais pu essayer d'appuyer directement là-dessus, effectivement aussi sur la communauté. Donc LinkedIn, très cool. Je te Bah fais un écoute, petit encore une fois, parrainage de fin. ouais, voilà, c'est ça. Bah écoute, je te filerai, on s'arrangera pour le règlement. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci Aurore, c'était un plaisir. Et puis du Merci coup, à il me toi, reste à te Axel. souhaiter Plaisir une partagé. bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.